Bonsoir tout le monde, enfin ou bonjour, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vais analyser la saison 2 de One Piece un peu en retard par rapport à la sortie de version Netflix et par rapport à mon anniversaire parce que c'est spécial anniversaire, comme ça il y aura la surprise que je vous avais parlé et mon analyse. Donc globalement la saison 2 de One Piece, je vais tout de suite en venir au fait, je la trouve meilleure que la saison 1, globalement meilleure pour des raisons assez évidentes quand on y réfléchit un minimum, parce que moi j'ai fait des recherches par rapport à ça. J'ai cherché à savoir quels sont les épisodes qu'adapte Netflix, que ce soit la saison 1 et la saison 2 par rapport à la Toei. Parce que la Toei, c'est quoi? C'est le dessin animé fidèle au manga depuis 1997. Il y a plus de 1000 épisodes qui sont sortis. Et s'ils veulent adapter One Piece, ça sera plusieurs saisons évidemment. Et la première saison, ils ont adapté 45 épisodes de la Toei. Ils n'ont pas adapté les hors-séries. Bon, ça c'est logique, hein, les hors-séries c'est pas intéressant, c'est pas l'histoire principale du manga, donc ils ont eu bien raison de pas adapter ce qu'on appelle les hors-séries ou les fillers, quoi. Et en comparaison, la saison 2, ils ont adapté 33 épisodes. 45 d'un côté pour la saison 1, 33 de l'autre. Donc déjà là, il y a un problème. On comprend mieux pourquoi la saison 2 est meilleure. Pourquoi? J'ai demandé à ChatGPT les avis globaux, et d'après les gens, elle est plus fidèle et plus émotive. On peut être plus facilement plus fidèle quand il y a moins de quantité à adapter dans un même temps d'adaptation. Parce que les deux saisons, à une demi-heure près, elles font 8 heures. Sauf que l'une adapte 45 épisodes, l'autre, la deuxième, adapte 33 épisodes. Donc 12 épisodes en moins. Et ça, c'est conséquent. En plus de cela, pareil, je me suis amusé à regarder parce que je trouvais que Garp était trop présent dans la saison 1. Et allez, à micro-apparition dans le premier épisode, donc ça compte pas. Mais deuxième épisode, Garp. Quand Garp interroge Morgan, par exemple, il a une scène à lui. Garp, quand il prend Koby sous son aile. Épisode 4, Garp, encore une fois. À la fin de l'épisode avec la poursuite des chapeaux de paille. 5e épisode, pareil, le début avec Garp, à la fin de la poursuite. Le 6, passé de Sanji, de Koby qui apprend le lien de parenté de Luffy par rapport à Garp, encore une fois Garp. 7, le passé de Nami, discussion entre Garp et Zeph. Et 8, le combat, le dernier épisode, quoi. Donc on a carrément un combat entre Luffy et Garp. Je rappelle que Garp, c'est complètement du hors-sujet, parce que on peut dire aussi hors-série, hors-série aussi, parce que Garp, c'est un personnage qui n'a rien à faire là, à ce niveau-là de l'histoire. Il n'apparaît que bien plus tard, que ça soit dans le manga et même dans l'animé. Les deux épisodes où Garp il apparaît dans la saga East Blood, au début de l'animé, c'est ce qu'on appelle un filler, un hors-série. Donc c'est micro-parenthèse dans l'animé. Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que non seulement on adapte trop d'épisodes de la saison 1, mais en plus on ajoute un personnage qui n'a rien à faire là. Et je crois, mais j'avais demandé à ChatGPT pareil le temps de consacrer pour Garp. Pour moi je pensais que c'était beaucoup plus, hein, mais après bon, ChatGPT il peut donner que des informations approximatives. Garp, il a entre 40 et 60 minutes consacrées pour la saison 1, pour 7h30 à 8h de saison. Donc en gros, il y a 1/8 qui est consacré à Garp, pour un personnage qui n'a rien à foutre là. Donc forcément que la saison 1, parce que pour autant profiter de comparer la saison 1 à la saison 2, souffre d'une accélération abusive. Et du coup, quand je dis accélération, c'est pas que au niveau du récit adapté, mais aussi des scènes et de l'émotion qui en découle. Parce que tous les détails passent à la trappe, tout va trop vite, et notamment les combats. Mais de toute façon, il y a 3 choses qui ne vont pas dans cette série, que ce soit la saison 1 et la saison 2, même si la saison 2, il y a des nettes améliorations un peu partout, c'est pas non plus extraordinaire. C'est des améliorations qui sont notables, qui sont appréciables, mais elles souffrent toujours des mêmes symptômes. La mise en scène, donc vraiment l'aspect cinématographique, les combats,
Et la dernière, la fidélité, il y a quand même des changements. Surtout la saison 1. La saison 2, ça continue, mais c'est un peu moins grave. Et aussi, autre chose que je voulais dire, c'est que la saison 1, donc j'ai dit la quantité adaptée, j'ai dit le fait qu'on rajoute un personnage qui n'a rien à voir là, et en plus de cela, les enjeux sont plus importants dans la saison 1 que la saison 2. Parce que la saison 2, oui, certes, on ressent beaucoup plus l'aspect aventure, parce que c'est Grand Line, c'est la mère de tous les périls, de tous les dangers. Donc il y a un pourcentage de fantastique qui explose. On est beaucoup plus dépaysé. Par exemple, il y a une île, Little Garden, c'est une île carrément préhistorique avec des dinosaures, quoi, et de géants. Donc on ressent plus le côté aventure. Mais au niveau des enjeux, il y a des moments plus importants. Et aussi, on introduit comme tout de même 4 personnages qui vont plus tard intégrer l'équipage, alors que dans la saison 1, il n'y en a qu'un, c'est Chopper. Dans les saisons 1, il y a respectivement Zoro, puis Nami, puis Usopp, puis Sanji. Et à chaque fois, pour ces personnages-là, il faut d'abord les introduire, montrer leur flashback, puis résoudre en montrant leur valeur, et en quoi ils peuvent apporter quelque chose à l'équipage, quoi, et qu'est-ce qui vont les motiver à rejoindre l'équipage. Donc tout ça, ça prend pas 5 minutes, et seulement 8 heures d'adaptation pour intégrer tout ça avec toutes ces péripéties, et comme je dis, beaucoup plus grave, parce que par exemple dans la saison 1, on a quand même un combat hyper important pour Zoro, c'est contre Mihawk, qui est un véritable carnage. Je vais faire une parenthèse là-dessus, même si je l'ai déjà dit pour mon analyse de la première saison. Mais allez, micro-parenthèse, je vous promets, je vais très vite. C'est surtout du point de vue cinématographique où c'est un carnage, mais c'est important. Le contexte est totalement différent, donc il y a tout l'équipage. Il n'y a pas trois clampins qui sont présents pour qu'ils assistent au combat. C'est-à-dire, dans la version Netflix, Luffy, Nami et Usopp, qui sont là comme des piquets à regarder inexpressifs. Mais dans l'animé, t'as tout l'équipage de Zeph au pied rouge, ainsi que Sanji. C'est quand même important que Sanji il voit le combat de Zoro puis après de Luffy, parce que c'est ça qui va le pousser à joindre l'équipage, parce qu'il va avoir une leçon de détermination où Zoro puis après Luffy vont aller jusqu'au bout de leur retranchement, prendre tous les risques pour aller jusqu'au bout de leur rêve, et la détermination coûte que coûte jusqu'à risquer la mort, quoi. Voilà. Et donc il y a tout l'équipage, l'équipage du Baratie, et de l'autre côté il y a aussi tout l'équipage de Don Krieg, parce que Don Krieg c'est le second grand méchant juste derrière Arlong. Et Don Krieg, ils l'ont dégagé, quoi. Don Krieg il fait qu'une apparition de quelques secondes. Alors que non, c'est le grand méchant d'un arc, un arc narratif. Ce qu'on appelle un arc narratif, pour ceux qui savent pas ce que c'est une saison en fait, dans un manga. C'est une grande péripétie, et Don Krieg c'est le méchant de cette péripétie-là. Donc ils l'ont dégagé, et on a tout ça, tout ce contexte-là autour du combat Zoro contre Mihawk. Et Mihawk, il faut se mettre aussi dans le contexte que c'est le combat de sa vie à ce moment-là. C'est son but ultime qui arrive plus tôt que prévu dans l'aventure, parce que Zoro, il débute à peine la piraterie. Et il débute, et ça arrive tellement plus tôt qu'il se prend un raz-de-marée dans la tronche, quoi, parce que le niveau d'écart entre lui et son but ultime est phénoménal. Et Zoro, il se prend la déculottée de sa vie, il se fait humilier. Et lui qui est très fier, il accepte pas ça, et il va mettre toute son âme là-dedans, quoi. Il va vraiment tout faire pour essayer de gagner, et quoi qu'il fasse, il est désemparé. Donc ce qui va créer une panoplie d'émotions, et ça il faut qu'on le ressente à l'écran grâce aux détails. Encore une fois, les détails, comme j'ai déjà dit dans la saison 1, l'émotion se fait dans les détails. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez où je veux en venir, ça sera plus clair. Dans l'animé, Zoro, on ressent sa frustration, on ressent sa colère, parce qu'il va transpirer, ça va jusqu'au physique, il va être essoufflé, mais aussi il va crier, il va gémir,
On aura ce qu'on appelle ce qu'il pense, quoi. Donc ça sera le personnage qui nous parle directement à nous, quoi. Ce qu'on appelle une voix intérieure, donc une espèce de voix off. Du coup, tous ces détails-là, on l'a pas dans la version Netflix. La version Netflix, l'acteur, il a la même expression de visage, il est inexpressif. Il va pas gémir, il va pas crier, il va pas transpirer, il va pas être essoufflé. C'est quand même incroyable ça. Alors qu'il est censé mettre toute sa vie là-dedans, quoi. Voilà, donc ça va pas, quoi. Ça va beaucoup trop vite. Et le problème, c'est que c'est un peu la logique, le cercle vertueux de la mise en scène. C'est-à-dire que plus tu vas montrer de détails, plus tu vas montrer la panel d'émotions, comme je viens de vous l'expliquer, du personnage, plus tu vas mettre plus tu vas voir l'émotion du personnage, plus tu vas ressentir de l'empathie envers le personnage, et plus tu vas ressentir de l'empathie envers le personnage, et plus toi-même tu vas ressentir de l'émotion, et plus la scène sera immersive, plus tu seras dans la scène. Voilà. Et du coup, plus la scène sera aussi impactante. Et là, la scène, le combat Zoro contre Mihawk, je vais arrêter là-dessus parce que je parle trop là-dessus, mais c'est important que vous compreniez parce que ce combat résume ce qui ne va pas dans toute cette série. On n'arrive pas à iconiser les personnages. Voilà. Et pareil, la musique, elle est pas bonne, quoi. Hein, ça, c'est dans toute la série. Il y a une légère amélioration de la saison 2, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. C'est pour ça que j'ai adoré l'intervention d'un chroniqueur que je connais à peine de nom, que j'ai vu sur internet. J'ai adoré son intervention. À lui seul, en une phrase, il remballe tous les youtubeurs de One Piece. En une phrase, hein. Pas tellement il est dans le concret, il est dans l'essentiel. Il a mis le doigt sur une vérité. Et j'ai adoré son intervention parce que lui, il en a rien à foutre de One Piece. Il parle de son fils. Il dit, voilà, mon fils, il est fan de One Piece, que je ne connaissais pas, et regardez, écoutez. En plus, il fait écouter dans l'émission, ça, j'ai adoré cette intervention-là. Dans l'émission, il passe une musique de One Piece, et dit, écoutez, on dirait une musique de film. Incroyable. Il a tout dit, quoi. Bah oui. Bon, j'ai pas attendu sur lui, je le savais, mais ça m'a fait plaisir que un non-fan de One Piece en parle dans une émission comme ça, populaire, que tout le monde regarde, une émission de télé. Donc oui, c'est ça, c'est exactement ça, on dirait des musiques de films, c'est les musiques de la Toei, du dessin animé, je parle. Et c'est pour ça que je disais que le dessin animé est beaucoup plus cinématographique que Netflix. Voilà. Donc c'est là-dessus où ça pêche, quoi. Et bon, j'ai assez parlé de la saison 1, mais voilà, c'est pour faire comprendre que c'était les gros défauts de la saison 1 où tout va trop vite, donc on ne ressent rien. J'ai parlé du combat Zoro contre Mihawk, mais contre Arlong, c'est pareil, il n'y a rien qui va non plus. Jusqu'aux incohérences. Le fils prend des coups de poing dans la tronche, il est assommé. Mais non, c'est un homme élastique, des coups physiques. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que la saison 2, ça prend un peu plus le temps du coup de raconter. Bizarrement, les meilleurs épisodes, surtout le 7, c'est quand c'est le plus fidèle au manga. Voilà, tout simplement. Le flashback de Chopper, excellent, c'est l'épisode 7, c'est le meilleur épisode de la saison 2. Mais sinon, dans l'ensemble, les épisodes sont plutôt pas mal. Donc en fait, on est passé pour la saison 1 de... Parce que j'ai lutté contre moi-même quand j'ai fait ma première critique de la saison 1, parce que je voyais que tout le monde encensait la série, et je me sentais un peu seul, et je me suis tout de suite remis en question, j'ai dit, ça se trouve, c'est moi le problème. Voilà, donc j'avais donné la note à l'époque de 13 sur 20, mais en fait ça vaut pas plus qu'un 10 ou un 9,5 sur 20. Voilà, donc la saison 1, elle est à peine regardable pour un fan de One Piece. Peut-être que pour un non-fan c'est après agréable, mais pour un vrai fan de One Piece, c'est à peine regardable. Et la saison 2, on est passé de à peine regardable à regardable et appréciable. Voilà. Donc on a quand même, on va dire, 2 crans au-dessus au niveau de la qualité, sans non plus que ça soit extraordinaire, parce que moi je suis dans le juste milieu. Vous savez, les fans de One Piece, les fans de One Piece sont divisés en 2 catégories très caricaturales. Moi je suis un peu dans le juste milieu, je suis un peu dans la mesure. C'est-à-dire, il y a les tout pour et les tout contre. Voilà, il y a ceux que... Et tous les deux, en fait, ces 2 extrémités, ils partent du principe que comme c'est difficilement, voire impossible à adapter, dès que c'est un peu adapté correctement, il y en a qui hurlent au génie, ils disent ouais, incroyable, ils ont réussi. Non, c'est pas parce que c'est un minimum adapté que c'est bon, tout de suite il faut sauter au plafond, quoi. Et l'autre extrémité, non, c'est même pas la peine de regarder, quoi. Pour eux, c'est aucun intérêt dès le départ. Voilà, pourquoi adapter? Alors ça, c'est une question complètement conne, parce que évidemment qu'il y a un intérêt à adapter One Piece.
Déjà, bah, c'est spectaculaire One Piece, hein, c'est pur, c'est du pur Hollywood, hein, le One Piece. Donc évidemment que c'est impressionnant et d'autant plus que ça nous permet de revoir notre manga préféré d'une manière plus authentique et réaliste, parce que c'est avec de vrais acteurs, donc c'est plus immersif, quoi. En plus d'être plus spectaculaire qu'un dessin animé, donc oui, évidemment qu'il y a un intérêt à regarder One Piece. Donc voilà, je comprends pas ces discours un peu nihilistes, quoi, des soi-disant fans, mais et oui, la saison 2, bah, le premier épisode, j'étais pas spécialement fan, pas celui que j'ai préféré, on va dire, parce que encore une fois, Baggy, bon, il se rejoint un peu, je trouve, avec le côté chapiteau et tout ça. Il y a eu le procès de Luffy. Ouais, tout ce qui fait un peu, de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, c'est très simple avec moi. Tout ce qui ressemble un peu à un filler, tout ce qui ressemble à un rajout, je suis pas fan. Voilà, il fait le procès de Luffy. Voilà. On rajoute des personnages, Bartholoméo. Donc Bartholoméo, c'est cohérent qu'il l'ajoute à Lockdown, parce que Bartholoméo est véritablement censé être présent à Lockdown. Par contre, ils auraient dû rester à l'apparition, parce que Bartholoméo n'est pas censé rentrer en interaction avec l'équipage, parce que plus tard, Bartholoméo, l'équipage ne le reconnaîtront pas. Donc c'est un peu une incohérence, quoi. Donc ils auraient dû s'arrêter à juste l'apparition. Voilà, il voit Luffy en train de sourire face à la mort, et puis il est impressionné, c'est comme ça qu'il devient fan. Parce que Bartholoméo, qu'on va découvrir plus tard, c'est un grand fan de Luffy. Voilà. Et là, du coup, Netflix ont décidé de montrer véritablement la séquence qui va le faire devenir fan, mais en allant un peu trop loin, en le faisant interagir avec les chapeaux de paille, et ça c'est incohérent par contre. Le pouvoir de Smoker, bah il est bien fait. Les pouvoirs sont pas dégueulasses, de toute façon, dans l'ensemble des personnages, mais encore une fois, c'est plus les combats. Le combat contre Luffy, ça va encore, mais pareil, on a du mal. Alors ça va beaucoup. Moi, je suis très lourd avec la musique, je sais, mais pour moi, quand on voit les musiques de la Toei qui sont géniales, qui sont symphoniques, qui sont belles, qui sont hyper stylisées, surtout qu'il n'y a pas plus stylisé que One Piece. Hein, c'est ça qui fait la grande force de One Piece, parce que tous les youtubeurs de One Piece ne parlent que, quand ils veulent vanter One Piece, ils parlent que de l'aspect purement scénaristique, mais One Piece c'est pas un roman, c'est un manga, c'est une bande dessinée. Et la première chose qu'on voit dans une bande dessinée, c'est le dessin, hein, c'est le style. Il y a que One Piece où on a des personnages, un manga où on a des personnages aussi variés, aussi uniques dans leur design. C'est pour ça que je dis qu'ils sont très stylisés. Et le style, c'est hyper important dans la pop culture. C'est ça qui fait que ça marque au fer rouge la pop culture, que ça marque les esprits. Et c'est important que la musique soit aussi stylisée que les dessins, parce que l'audiovisuel, quoi, audio et visuel, vous regardez les films les plus iconiques, que serait un Jurassic Park sans la composition de John Williams, hein, ou un Star Wars de John Williams aussi, je crois, John Williams, il a fait le plus connu, mais il n'y a pas que lui. Qu'est-ce que serait Scarface sans l'incroyable musique de Giorgio Moroder, je crois. Que seraient les films de western, ce qu'on appelle les western spaghetti, le bon, la brute et le truand, ou les Toute une fois dans l'Ouest, avec les fameuses musiques d'Ennio Morricone, quoi. Donc c'est important. Et la Toei, et en plus le dessin animé existe, autant se servir de cet exemple-là, les musiques sont excellentes. Donc voilà, il y a un manque d'iconisation, et notamment au niveau des combats, où les combats sont les plus simplifiés possibles, à part contre Smoker où ça va encore, mais sinon le reste, par exemple les combats des géants, on n'a pas, quand ils se percutent comme ça avec les épées, on n'a pas cette espèce d'onde de choc, avec de l'air comme ça qui va se comprimer, qui va tout faire bouger, mais ça encore c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Encore une fois, les enjeux sont moins importants, donc je vais pas crier au scandale si les combats sont moins importants, mais par contre je vais crier au scandale pour la saison 3, parce que là par contre il faudra pas se chier dessus, quoi. Donc là c'est dommage, c'est regrettable. Chopper, on voit Chopper plus tard, quand il se bat contre... bon, je suis pas forcément organisé dans ma pensée parce que j'ai pas parlé du flashback encore, je parle des combats, donc je parle de tous les combats, et puis je vais revenir après au côté plus scénaristique. Mais Chopper, quand il se bat contre les deux acolytes de Wapol, on voit pas c'est cette transformation, parce que lui, Chopper,
avec son fruit du démon, ses connaissances en médecine, il peut booster son fruit du démon et du coup, bah, au lieu d'avoir 3 transformations que permet les Zoan, il en a 7. D'ailleurs, Zoan, ça me fait penser, je regrette aussi que tout n'est pas bien expliqué dans la version Netflix. On a l'impression que c'est plus destiné aux fans de One Piece qu'aux néophytes qui découvrent One Piece qu'avec Netflix, parce qu'il n'y a rien qui est expliqué. Là, j'ai parlé le mot Zoan, mais Zoan, ça veut rien dire pour vous, parce que pas une seule fois le mot Zoan a été prononcé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 types de fruits du démon. Et ça, il me semble que dès le début de One Piece, c'est expliqué. Il y a les paramécias, donc donner une capacité physique ou psychique à un personnage. Luffy, il a la capacité de l'élasticité, ça c'est un paramécia. Baggy, il peut se diviser ou se démembrer. Se diviser, on va dire ça comme ça, parce que démembrer c'est un peu glauque. Donc ça aussi c'est paramécia. Mr. Free, il peut créer de la cire. Voilà. Il y a les Logia, le fruit du démon de Smoker. Smoker, il se transforme en fumée. Il est la fumée, il est la matière. C'est quoi un Logia? On devient une matière naturelle, mais intégralement, carrément dans les cellules, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est intangible. Ça veut dire que on peut pas le toucher. On a beau le trancher, lui tirer dessus. Lui donner des coups de poing comme le fait Luffy, ça ne sert à rien, ça le traverse. Voilà, tu peux pas toucher, saisir de la fumée. Donc c'est ça les Logia. Sauf, mais ça on l'apprendra plus tard, 2 exceptions. Le contre-naturel, alors le contre-naturel de la fumée, je sais pas c'est quoi, ou une capacité psychique liée à la volonté, ce qu'on appelle le haki. Alors j'en parle déjà, je sais que ça peut être considéré comme un spoil, mais comme le personnage Garp a été introduit dès la saison 1 et qu'il maîtrise le haki, et qu'il interagit avec Luffy, il le touche, il lui fait mal, on aurait dû introduire le haki. Et ça c'est une capacité que n'importe quel personnage, un minimum humain, que ce soit les géants, tout ce qui est dans l'ordre de l'humain, peut maîtriser. Enfin, il a en lui, mais il faut s'entraîner pour le maîtriser, quoi. Voilà, donc sinon ça sert à rien si on ne le maîtrise pas. Donc voilà, ça c'est une capacité que Luffy n'est pas prêt d'avoir pour l'instant, mais j'en parle déjà parce qu'encore une fois, je le répète, Garp il a été introduit dès le début, donc je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. D'ailleurs, comme rien n'est expliqué, on sait pas en fait. Comme j'ai dit, Luffy il reçoit les coups de poing d'Arlong, il a mal. Donc on sait pas si ça va être introduit ou pas le haki, on sait pas s'il y a cette logique là. Si vous respectez cette mythologie autour des fruits du démon et du haki. J'en sais rien. Mais je trouve ça regrettable qu'on expliquerait. Par exemple, pour Chopper, dans l'épisode 7, on lui dit, c'est le docteur Iluluk, je crois, qui lui dit « T'as mangé un fruit du démon ». Comme je viens de vous expliquer, il y a plusieurs types de fruits du démon, il y a toute une panoplie. Dis-le, c'est quoi le fruit du démon, bordel de merde? Il a mangé le fruit de l'humain. C'est pour ça qu'il est mi-homme, mi-reine. Voilà, c'est un reine qui a mangé un fruit du démon et il s'est automatiquement transformé en humain. Et en plus, je sais plus si c'est le fruit du démon qui lui a donné le nez bleu ou si dès le départ il avait le nez bleu. En gros, il est discriminé par les deux de côté. Discriminé par sa propre race de reine, parce qu'il n'a plus grand chose d'un reine, et discriminé par les humains, parce que c'est pas non plus 100% un humain, c'est un hybride entre les deux. Voilà. Donc, et l'épisode 7 d'ailleurs a bien retranscrit, je trouve, c'est bizarrement le meilleur parce que c'est le plus fidèle. Voilà. Et aussi c'est le plus émotionnel parce qu'on montre le passé de Chopper et du Dr. Iluluk. C'est 2 personnages très attachants. Et d'ailleurs, mention spéciale à l'acteur qui incarne le Dr. Iluluk, je le trouvais très convaincant. En plus de la ressemblance physique et de la ressemblance de l'adaptation, parce qu'ils ont poussé le truc jusqu'au bout avec les cheveux en forme de croix. Voilà, mais c'est pas le seul personnage. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que les personnages secondaires sont limite meilleurs que l'équipage, quoi. Mais vraiment, je suis plus convaincu par les personnages secondaires que par les membres de l'équipage. On va prendre pour un fou, mais je trouve que les membres de l'équipage, je trouve que leur personnalité n'est pas assez caractérisée. Voilà. Normalement, par exemple, Usopp, c'est un peureux.
il se hurle dessus, il se pisse dessus limite quoi, il pleure, il a peur, vraiment c'est une tafiole quoi. Usopp hein, il a peur quoi, c'est un peureux. Et Nami bah, elle est pas très loin d'Usopp, hein, elle est pas aussi peureuse que lui, mais elle a souvent peur aussi. En général quand Usopp il a peur, Nami n'est pas très loin non plus. Et je trouve que c'est pas assez insisté là-dessus. Pareil, Zoro, à part faire la gueule, j'ai un peu du mal avec l'acteur là. Dès le départ, j'étais pas fan de toute façon. Oui, d'accord, Zoro, il est assez sérieux, mais c'est aussi un chapeau de paille. Il a un côté jovial comme les autres. Il peut aussi rire, il peut aussi. Là, j'ai un peu du mal. Sanji, je trouve qu'il est trop efféminé. J'ai rien contre les personnages efféminés. Par exemple, l'acteur qui incarne Mr. Nine, je l'ai trouvé excellent. Et c'est un acteur que je trouve très efféminé, quoi. Hein. Voilà, donc il a été, je trouve qu'il, pour le peu de temps d'écran qu'il a, et surtout pour un personnage aussi, même pas secondaire, je dirais même tertiaire, dans l'univers de One Piece qu'on verra plus jamais, je trouve qu'il a marqué les esprits, quoi. Donc c'est pas une question dans la globalité d'être efféminé ou pas, mais pour Sanji, je trouve que ça ne va pas, parce que Sanji, ça lui va bien le côté viril. À la limite, ce qu'il y a de moins de viril chez Sanji, c'est sa coupe au bol, quoi, jaune, blond. Donc, mais sinon, Sanji, voilà, il a un côté typiquement français avec sa cigarette à la bouche. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Et je pense pas que c'est une question de morale parce qu'on voit Smoker avec 2 cigares dans la bouche. Mais voilà, donc, encore une fois, j'insiste là-dessus. Même Luffy, à part gueuler, ouais. Mais sinon, il a tout le temps la même expression. En plus, il a toujours ses grimaces à la con. Donc, j'ai un peu de mal aussi avec lui. Je suis plus convaincu par les personnages secondaires. Par exemple, Mr. Five et Miss Valentine. J'ai même préféré limite Mr. Valentine. Je trouve qu'elle a un visage, a une expression. Je sais pas, je trouve qu'elle fait bien la méchante, l'actrice. Donc les deux sont convaincants. Igara, bon, Igara, je m'en fous un peu, mais bon, ça va. Bon, c'est pas, je pense. Oui, il fait son ma. Bon, bah au moins il le fait, quoi. Non, ça va. Miss Wednesday. Qu'on apprendra plus tard qu'elle s'appelle Vivi. Elle a fait polémique parce que par sa couleur de peau. Alors c'est vrai que bon, moi j'ai un peu du mal qu'on force sur les castings en temps normal, mais là je peux comprendre parce que c'est vrai que Eiichiro il a du mal à dessiner des personnages noirs, enfin de couleur, je sais pas comment on appelle sans vexer qui que ce soit. On va dire que alors c'est aussi parce que je m'en fous un peu de Vivi, c'est pas un personnage que je préfère. Mais voilà, l'actrice elle a une bonne gueule, elle joue plutôt bien. J'aurais plus pété un câble si c'était Crocodile, hein, parce que Crocodile ça m'aurait fait chier quoi. Surtout Crocodile, il a quand même un visage particulier, donc par un black je crois que ça n'aurait pas du tout bien rendu. Voilà. Par contre, que ça soit Mr. Nine ou Miss Wednesday, c'est tous les deux incarnés par des acteurs black. Ça aurait été plus judicieux de mettre des Arabes. Hein. Parce que bon, vous savez comme ils sont les Arabes, ils aiment bien s'apposer en France, un peu partout. Mais là, pour le coup, ils n'auraient pas eu besoin de s'apposer parce qu'il se trouve que Alabasta, l'arc d'Alabasta, ça représente le Moyen-Orient. Donc là, on aurait pu leur faire plaisir facilement. Donc bon, ils ont préféré de mettre des blacks, ce que vous voulez que je vous dise. Mais oui. Donc pour moi c'est un peu une fausse polémique. Miss Wednesday incarnée par une actrice black, surtout que comme je dis elle a une bonne gueule et puis elle joue bien. Oui, j'avais pas parlé de l'épisode 2 de Laboon parce que j'ai pas grand chose à dire. Celui qui incarne Crocus, je trouve qu'il a la tête de Crocus. Par contre, il manque un peu de physique, mais ça c'est souvent. Que ça soit Roger, Garp, ils manquent tous d'épaules, quoi. Ça c'est un peu dommage. Surtout que c'était un ancien membre de l'équipage de Roger, donc il est censé avoir. Dans l'animé, c'est insisté que c'est quelqu'un qui a une force encore surhumaine, qui est assez fort, il peut tuer un monstre marin. Bon, voilà. Mais sinon, ça va, il joue bien. Bon, l'épisode de Laboon, j'ai pas grand chose à dire. Laboon, elle est plutôt bien faite. Il paraît qu'elle est moins grande. Ça m'a pas trop choqué. Je trouve qu'elle est déjà bien grande. Les décors sont toujours très beaux. Hein. Quand ils traversent Rainline et tout ça, c'est bien foutu. Dory, Brogy, pareil. Ils ont respecté les tailles, ça c'est bien. J'ai l'impression qu'ils font vraiment 20 mètres.
Par contre, c'est souvent c'est un youtubeur qui l'a dit, ça vient pas de moi, mais c'est vrai que c'est souvent filmé en gros plan, c'est pour éviter les plans d'ensemble où ils sont directement en comparaison avec les acteurs, parce que c'est plus dur à filmer. Donc ça c'est un peu dommage quoi, parce que voilà, ils ont du mal à filmer le gigantisme, mais bon, c'est pas trop grave, on voit quand même que c'est des géants. C'est juste leur voix trafiquée. Bon, je trouve que c'est un peu... C'était pas forcément nécessaire. Voilà, quand ils font leur attaque finale contre le poisson rouge, pareil, ça manque peut-être d'effet. Dans l'animé, par exemple, leur lame devient bleue et rouge, quoi. Il y a un effet pour dire que voilà, ils mettent quelque chose qui pourrait peut-être ressembler au haki, on sait pas, mais il y a une capacité quand même... un level au-dessus, quoi, une capacité, je ne vais pas dire pouvoir, mais quelque chose qui pourrait ressembler à pouvoir, qui permet de trancher ce poisson en deux. Enfin, pas en deux, mais faire un trou dans le poisson, quoi. Donc, bon, il manque un peu d'effet aussi, bon. Bref, là, je vais dans les détails, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Oui, je trouvais que l'actrice qui joue, pareil, Miss Golden Week, elle joue bien, quoi, hein, elle a même un côté un peu flippant, avec ses pouvoirs hypnotiques. Donc pareil, c'est pas précisé, mais il paraîtrait qu'elle a pas de fruit du démon, donc ça je trouve assez spéciaux quand même, ses pouvoirs. Ça tire peut-être un peu en longueur, mais bon, ça a permis de mettre en avant ce personnage. Et surtout, l'actrice, elle joue très bien, je trouve que elle a un côté plus psychopathe que dans l'animé. Et puis elle a un visage, je trouve, qui colle bien, son jeu d'actrice, elle a bien joué. Dans l'ensemble, l'épisode 5 il était bien, l'île préhistorique avec les géants, le combat contre les Unlucky, là pareil, c'était pas mal aussi, la loutre et puis le vautour sur lequel était la loutre qui s'est battu contre Sanji, l'interaction avec Crocodile, pareil, là Usopp, dans cet épisode, Usopp il a bien été mis en avant, j'ai l'impression qu'il est un peu plus héroïque. Alors c'est de mémoire, moi je suis au 1000e épisode et quelques 1100e épisode, donc j'ai pas Little Garden 100% en mémoire. Mais Usopp, peut-être son côté peureux encore une fois, ils ont pas trop insisté sur le côté peureux. Par exemple, dans l'animé, je le verrais plus en pleurs, enfin, plus en train de hurler. Non, moi, il hurle en courant. Non, ça va. En fait, ça va. Par contre, ouais, encore une fois, c'est les combats. Je regrette, par exemple, qu'il n'y ait pas eu de transformation. En fait, Mr. 3, il va carrément se créer une armure de cire que Miss Golden Week va peindre, hein, quoi, de mémoire, et ça il y a pas, c'est un peu dommage. Toujours pareil, les combats sont pas iconisés, c'est pas très classe, de par la mise en scène et la musique, ça pêche là, à ce niveau là, mais bon, je me répète, hein, c'est toujours pareil. Encore une fois, les enjeux sont moins importants, donc je vais moins dramatiser que pour la saison 1 et moins à l'avenir que pour la saison 3, parce que j'ai peur pour la saison 3. Dans l'épisode 8, quand il y a carrément une armée de monstres digérée par Wapol. Bon, ça paraît que ça fait un peu too much, l'espèce d'armée de zombies là. Il y avait pas ça dans l'animé. Par contre, il y avait d'autres choses. Il y avait plus la faune et la flore, les créatures de l'île. Ça, on les a pas vues du tout, les espèces de lapins géants. Est-ce que c'était si important que ça? C'est pas des personnages hyper importants, mais bon, ils remplacent par autre chose. Mais c'est surtout les combats, encore une fois. Wapol, je trouve que c'est un peu une déception. Par exemple, Wapol, avec son fruit du démon, il n'a pas été donné comme dans la version Netflix, parce qu'ils veulent à tout prix que tout soit connecté, donc ils ont connecté le Baroque Works à l'île de Drum pour pas que ça fasse hors série, qu'on ait l'impression que c'est un hors série. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que ça soit par exemple Mills All Sunday, donc Nico Robin qui lui donne le fruit du démon? Dans l'animé, Wapol il a mangé son fruit du démon depuis bien longtemps. Et par exemple, dans le combat contre Luffy, parce que c'est un combat qui est essentiellement entre Luffy et Wapol, Wapol va se digérer lui-même et il va se transformer en version plus athlétique. Et je le trouvais très classe en version plus athlétique, je le trouvais même mieux qu'en version gros. Et ça, il n'y a pas du tout, ils l'ont enlevé. Donc c'est dommage, quoi. Le combat est plus expéditif, il est moins détaillé. Et aussi, au niveau de l'émotion, c'est toujours pareil, ça pêche. Par exemple, quand Wapol il voit que la dernière attaque de Luffy arrive au loin, parce que Luffy va étirer ses bras en arrière pour l'éjecter, parce que Wapol il est coincé au sommet du toit, Wapol va le supplier, il va lui dire non, écoute, il va se comporter comme un lâche, comme à son habitude, il va même
essayer de soudoyer Luffy en lui disant je te fais même de toi mon sous-fifre, ne me frappe pas, et puis boum, il se fait éjecter et puis c'est fini quoi. Ça c'est dans l'animé. Et ça, y a pas, ça manque un peu de tout ça, quoi. Voilà. Pareil, le combat de Chopper, dans l'anime, on mettait en avant son esprit d'analyse en tant que médecin pour pouvoir se battre correctement. Donc, par exemple, il avait comme un radar dans ses yeux pour déterminer le point faible de ses adversaires. Bah, ça, il n'y a pas, quoi. Les combats sont, encore une fois, sont très simplifiés. Donc, c'est très minimaliste. Et c'est dommage parce que ça, One Piece, qu'on le veuille ou non, c'est pas qu'une histoire, même si l'histoire est très importante et elle est très complexe. Ça reste ce qu'on appelle un shonen nikitsu, donc un manga qui est destiné aux adolescents, même si la force de One Piece fait que ça va au-delà de son aspect purement niketsu, c'est-à-dire que ça vise autant les enfants que jusqu'aux vieux, quoi. Mais ça reste dans l'esprit d'un shonen niketsu, les combats ont quand même leur importance, qu'on le veuille ou non, et c'est dommage et ça fait partie de l'ADN de One Piece aussi, quoi. Et l'émotion se fait aussi dans les combats. Donc c'est dommage que les combats soient aussi bâclés, quoi. Et de la saison 2, ça reste bâclé quand même. Voilà. Donc j'ai dit beaucoup de choses, hein. Après, bon, j'ai peut-être oublié de dire des choses. Pareil, celle qui joue Dr. Kuria, je trouve qu'elle joue bien aussi. Elle ressemble au personnage. Il n'y a pas que du mauvais, hein, de toute façon. Dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié, même si par exemple, j'ai pas sauté au plafond, comme je vous l'ai dit. Pareil, Netflix, ils ont essayé de rattraper, entre guillemets, les erreurs d'Oda, si on peut appeler ça erreur. C'est juste que Eiichiro Oda, il a créé un univers énormément complexe et il peut pas non plus tout anticiper, surtout au début de son aventure, parce qu'il a complexifié aussi au fur et à mesure qu'il avance. Et ils ont essayé de reconnecter des choses qui ont été complexifiées plus tard par l'auteur. En gros, par exemple, il y a soi-disant des personnages qui devaient être par exemple pour le cas de Bartolomeo, quoi. Bartolomeo, il apparaît bien plus tard, mais il était censé être présent à Lockdown. Netflix, ils ont ramené Bartolomeo pour nous montrer sa scène qui fait qu'il va devenir fan. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un certain personnage qui est présent avec Dragon. Pareil, la rêverie. Vivi et Wapol assistent à la rêverie, donc l'espèce d'assemblée de tous les rois. Et on a les rois qu'on verra plus tard avec vraiment le design qui seront vus bien plus tard dans le manga, quoi. Et qu'à l'époque, Eiichiro Oda n'avait pas pensé à dessiner de cette façon-là. Voilà. Donc, dans l'ensemble, l'adaptation s'est améliorée. La musique est un petit peu meilleure, mais elle n'est pas encore marquante comme dans l'animé, ça c'est dommage. La mise en scène, pareil. Il y a peut-être une micro-amélioration, mais c'est pas ouf non plus. Les combats, ça pêche toujours autant. Et au niveau de l'émotion, comme ça prend un peu plus le temps, c'est un peu plus fidèle parce que comme je vous l'ai dit, c'est par rapport aussi au contenu qui est adapté. Il y a moins de contenu qui est adapté et moins impactant, donc forcément c'est plus facile d'adapter. Le budget apparemment il serait un peu plus élevé aussi, donc ce qui fait que la saison 2 est meilleure et plus qualitative, quoi, du coup. Pareil, Crocodile, on a eu un aperçu de Crocodile à la fin. J'avais dit dans ma réaction du thriller que l'acteur, j'étais pas du tout fan, parce que, et en plus je disais que j'avais un argument, c'est que en plus je voyais pas comment il pouvait rendre l'acteur fidèle au personnage, parce que il a pas la tête de Crocodile. Et il y a pas grande transformation à faire sur l'acteur, parce que le personnage de Crocodile, c'est un personnage assez simple, c'est un être humain, quoi, avec des cheveux longs et puis une cicatrice au milieu. Et puis finalement, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils m'ont peut-être, parce que je l'ai pas assez vu, faudrait que j'aurais véritablement une idée précise avec la saison 3 où on le verra vraiment. Là, on le voit dans le noir, c'est vraiment vite fait. Mais j'ai l'impression que la série m'a donné tort, parce que je sais pas comment ils ont fait, mais il a un visage plus buriné dans la série. Il a un visage un peu plus gros que d'habitude. Il a des lentilles. Et c'est vrai que finalement, il a un air de Crocodile. Donc, pour l'instant, je suis pas catégorique. J'attends de voir par rapport à la saison 3, mais ça promet. Donc, pourquoi pas. Mais encore une fois, pour la saison 3, parce que là, contrairement à la saison 2, là, les combats, faudra pas se faire dessus, faudra vraiment aller à fond, parce que là, les combats, là, ça sera la première fois que les chapeaux de paille vont vraiment aller dans leur retranchement. Ils vont devoir se surpasser jusqu'à frôler la mort. Donc ça sera vraiment des combats hyper intenses. Et là, niveau mise en scène, niveau, prendre le temps de, vraiment mettre en valeur les situations et les personnages, notamment avec la mise en scène, mais aussi la musique, là, faudra vraiment le faire, quoi.
Dans l'animé, par exemple, le combat final avec Luffy, à la toute fin, il y a une musique symphonique hyper connue, quoi. Et c'est magnifique, c'est grandiose. Hein, donc, il faudra vraiment faire les choses à fond pour la saison 3. Et comme il y a une amélioration pour la saison 2, j'ai envie de dire pourquoi pas, et puis on verra bien. Allez, on va finir cette conclusion là-dessus.